Le Big Data, mégadonnées en français, est une combinaison de données structurées, semi-structurées et non structurées, collectées par des organisations qui peuvent être exploitées pour obtenir des informations et utilisées dans des projets d'apprentissage automatique appelés machine learning, de modélisation prédictive et d'autres applications analytiques avancées. Nous allons développer chaque partie ensemble pour avoir une meilleure compréhension, ne vous inquiétez pas. Les systèmes qui traitent et stockent des données volumineuses sont devenus une composante courante des architectures de gestion des données dans les organisations. Les données volumineuses sont souvent caractérisées par les 3 V. Le volume de mégadonnées dans de nombreux environnements, la variété de types de mégadonnées stockées dans les systèmes de Big Data, et la vélocité à laquelle les données sont générées, collectées et traitées. Ces caractéristiques ont été identifiées pour la première fois par Doug Lenné, alors analyste chez Metagroup Inc. en 2001. Gartner les a encore popularisées après l'acquisition de Metagroup en 2005. Plus récemment, plusieurs autres V ont été ajoutés aux différentes descriptions du Big Data, notamment la véracité, la valeur et la variabilité. Bien que le Big Data ne possède pas un volume spécifique de données, l'utilisation du Big Data implique souvent des téraoctets, des pétaoctets et même des hexaoctets de données capturées au fil du temps. Les entreprises utilisent la masse de données accumulées dans leur système pour améliorer leurs opérations, fournir un meilleur service à la clientèle, créer des campagnes de marketing personnalisées mais souvent foireuses, basées sur les préférences spécifiques des clients et, en fin de compte, augmenter leur rentabilité. Les entreprises qui utilisent le Big Data détiennent un avantage concurrentiel potentiel sur celles qui ne le font pas, car elles sont en mesure de prendre des décisions commerciales plus rapides et plus éclairées, à condition d'utiliser les données efficacement. Par exemple, le Big Data peut fournir aux entreprises des informations précieuses sur leurs clients qui peuvent être utilisées pour affiner les campagnes et les techniques de marketing afin d'augmenter l'engagement des clients et les taux de conversion. En outre, l'utilisation du Big Data permet aux entreprises de se concentrer sur le client. Les données historiques et en temps réel peuvent être utilisées pour évaluer l'évolution des préférences des consommateurs, ce qui permet aux entreprises d'actualiser et d'améliorer leur stratégie de marketing et de mieux répondre aux désirs et aux besoins des clients. Les chercheurs en médecine utilisent également le Big Data pour identifier les facteurs de risque des maladies et les médecins pour aider à diagnostiquer les maladies et symptômes chez les patients. En outre, les données provenant des dossiers de santé électronique DSE, des réseaux sociaux, du web et d'autres sources fournissent aux organismes de soins de santé et aux agences gouvernementales des informations de dernière minute sur les menaces ou les épidémies à venir. Bon, à vous de juger si cela a été utile ou non concernant le Covid-19. Dans le secteur de l'énergie, le Big Data aide les compagnies pétrolières et gazières à identifier les emplacements de forage potentiels et à surveiller l'exploitation des pipelines. De même, les services publics les utilisent pour suivre les réseaux électriques. Les sociétés de services financiers utilisent le Big Data pour la gestion des risques et l'analyse en temps réel des données du marché. Les fabricants et les sociétés de transport s'appuient dessus pour gérer leur chaîne d'approvisionnement et optimiser les itinéraires de livraison. Les pouvoirs publics utilisent également ces données pour les interventions d'urgence, la prévention de la criminalité et les initiatives de villes intelligentes, les fameuses Smart Cities. Les données proviennent d'une myriade de sources différentes, telles que les systèmes de transactions commerciales, les bases de données clients, les dossiers médicaux, la navigation sur Internet, les applications mobiles, les réseaux sociaux, la recherche scientifique, les données générées par des machines et les capteurs de données en temps réel utilisés dans les environnements de l'Internet des objets, IoT, Internet of Things. Les données peuvent être laissées sous leur forme brute ou pré-traitées à l'aide d'outils d'exploration de données ou de logiciels de préparation de données afin qu'elles soient prêtes pour des utilisations analytiques particulières. En prenant comme exemple les données des clients, différentes branches de l'analyse peuvent être faites avec les informations trouvées dans le Big Data. L'analyse comparative. Cela comprend l'examen des mesures du comportement des utilisateurs et l'observation de l'engagement des clients en temps réel afin de comparer les produits, les services et l'autorité d'une entreprise avec ceux de ses concurrents. L'écoute des réseaux sociaux. Il s'agit d'informations sur ce que les gens disent sur les réseaux sociaux à propos d'une entreprise ou d'un produit spécifique, qui vont au-delà de ce qui peut être fourni dans un sondage ou une enquête.
Ces données peuvent être utilisées pour aider à identifier les publics cibles des campagnes de marketing en observant l'activité entourant des sujets spécifiques à travers diverses sources. Analyse marketing. Il s'agit d'informations qui peuvent être utilisées pour rendre la promotion de nouveaux produits, services et initiatives plus éclairées et plus innovantes. Analyse de la satisfaction et du sentiment des clients. Toutes les informations recueillies peuvent révéler comment les clients se sentent par rapport à une entreprise ou à une marque. Si des problèmes potentiels peuvent survenir, comment la fidélité à la marque peut être préservée et comment les efforts de service à la clientèle peuvent être améliorés. Le volume est la caractéristique la plus souvent citée du Big Data. Un environnement de données volumineuses ne doit pas nécessairement contenir une grande quantité de données, mais la plupart le font en raison de la nature des données qui y sont recueillies et stockées. Les clics, les recherches et les systèmes de traitement des flux sont parmi les sources qui produisent généralement des volumes massifs de données de manière continue. Le Big Data englobe également une grande variété de types de données, dont les suivantes. Les données structurées, dans les bases de données basées sur le langage SQL, qui est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles. Les données non structurées, telles que les fichiers texte et documents conservés dans des clusters Hadoop ou des systèmes de bases de données NoSQL. Hadoop est un framework libre et open source écrit en Java destiné à faciliter la création d'applications distribuées et scalables permettant aux applications de travailler avec des milliers de nœuds et des pétaoctets de données. En informatique et en base de données, NoSQL désigne une famille de systèmes de gestion de bases de données qui s'écartent du paradigme classique des bases relationnelles. Des données semi-structurées, telles que les journaux des serveurs web ou les données en continu. Toutes les variétés de données peuvent être stockées ensemble dans un lac de données, qui est généralement basé sur Hadoop ou un service de stockage de données dans le cloud. En outre, les applications du Big Data comprennent souvent plusieurs sources de données qui ne seraient pas intégrées autrement dans leur système. La vélocité fait référence à la vitesse à laquelle les données sont générées et doivent être traitées et analysées. Dans de nombreux cas, les ensembles de données sont mis à jour en temps réel ou quasi réel, au lieu des mises à jour quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles effectuées dans de nombreuses bases de données traditionnelles. Les applications d'analyse de données volumineuses ingèrent, mettent en corrélation et analysent les données entrantes, puis fournissent une réponse ou un résultat sur la base d'une requête globale. Cela signifie que les scientifiques et autres analystes de données doivent avoir une compréhension détaillée des données disponibles et avoir une certaine idée des réponses qu'ils recherchent pour s'assurer que les informations qu'ils obtiennent sont valides et à jour. La gestion de la vitesse des données est également importante, car l'analyse du Big Data s'étend à des domaines comme le machine learning et l'intelligence artificielle, où les processus analytiques trouvent automatiquement des modèles dans les données collectées et les utilisent pour générer des informations. Au-delà des 3 V d'origine, la véracité des données fait référence au degré de certitude des ensembles de données. Des données brutes incertaines recueillies auprès de multiples sources, telles que les plateformes de réseaux sociaux et les pages web, peuvent entraîner de graves problèmes de qualité de l'information, qui peuvent être difficiles à cerner. Par exemple, une entreprise qui collecte des ensembles de données volumineuses à partir de centaines de sources peut être en mesure d'identifier des données inexactes. Mais ces analystes ont besoin d'informations sur celles-ci pour savoir où les données sont stockées afin de pouvoir corriger les problèmes. De mauvaises données conduisent donc à des analyses inexactes et peuvent saper la valeur des analyses commerciales car elles peuvent amener les dirigeants à se méfier de l'ensemble des données. La quantité de données incertaines dans une organisation doit être prise en compte avant qu'elle ne soit utilisée dans des applications d'analyse de données. Les équipes informatiques et analytiques doivent également s'assurer qu'elles disposent de suffisamment de données précises pour produire des résultats valables. Certains spécialistes ajoutent également une valeur à la liste des caractéristiques du Big Data. Comme expliqué précédemment, toutes les données collectées n'ont pas une réelle valeur commerciale et l'utilisation de données inexactes peut affaiblir les informations fournies par les applications d'analyse. Il est essentiel que les organisations emploient des pratiques telles que le nettoyage des données et confirment que les données sont liées à des questions commerciales pertinentes avant de les utiliser dans un projet d'analyse. Malheureusement, cela est très rarement le cas et peut-être qu'un nouveau système pourrait accomplir cela dans de meilleures conditions,
nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. La variabilité s'applique aussi aux ensembles de données volumineuses, qui sont moins cohérentes que les données de transaction classiques ou être formatées de différentes manières d'une source à l'autre, des facteurs qui compliquent encore les efforts de traitement et d'analyse des données. Certaines personnes attribuent encore plus de V au Big Data. Des scientifiques et des consultants en données ont créé diverses listes avec entre 7 et 10 V, mais nous n'allons pas nous attarder sur ceci. Outre les questions de capacité de traitement et de coût, la conception d'une architecture de Big Data est un autre défi pour les utilisateurs. Les systèmes de Big Data doivent être adaptés aux besoins particuliers d'une organisation, une entreprise qui nécessite que les équipes informatiques et les développeurs d'applications assemblent un ensemble d'outils à partir de toutes les technologies disponibles. Le déploiement et la gestion de systèmes de Big Data exigent également de nouvelles compétences par rapport à celles que possèdent les administrateurs de bases de données, DBA, et les développeurs de logiciels relationnels. Ces deux problèmes peuvent être résolus par l'utilisation d'un service de gestion du cloud, mais les responsables informatiques doivent surveiller de près l'utilisation du cloud pour s'assurer que les coûts ne sont pas incontrôlables. Par ailleurs, la migration des ensembles de données sur site et des charges de travail de traitement vers le cloud est souvent un processus complexe pour les organisations. Rendre les données des systèmes de Big Data accessibles aux scientifiques et autres analystes est également un défi, en particulier dans les environnements distribués qui comprennent un mélange de différentes plateformes et magasins de données. Pour aider les analystes à trouver des données pertinentes, les équipes informatiques et analytiques s'efforcent de plus en plus de créer des catalogues de données qui intègrent des fonctions de gestion des métadonnées et de lignage des données. Alors le lignage, c'est quoi? Le lignage de données ou traçabilité désigne l'historique des données, notamment les chemins empruntés au fil du temps. La qualité des données et la gouvernance des données doivent également être des priorités pour garantir que les ensembles volumineux de données soient cohérents et utilisés correctement. Pendant de nombreuses années, les entreprises ont eu peu de restrictions sur les données qu'elles collectaient auprès de leurs clients. Cependant, à mesure que la collecte et l'utilisation de données de masse se sont développées, l'utilisation abusive des données s'est également développée. Les citoyens concernés qui ont été victimes d'une mauvaise utilisation de leurs données personnelles ou d'une violation de celles-ci demandent des lois sur la transparence de la collecte des données et la protection des données des consommateurs. Le tollé provoqué par les violations de la vie privée a conduit l'Union européenne à adopter le Règlement général sur la protection des données RGPD, qui est entré en vigueur en mai 2018. Il limite les types de données que les organisations peuvent collecter et exige le consentement des personnes concernées ou le respect d'autres motifs légaux spécifiés pour la collecte de données personnelles. Le RGPD comprend également une fonction sur le droit d'être oublié qui permet aux résidents de l'Union européenne de demander aux entreprises de supprimer leurs données. Bien qu'il n'existe pas de loi fédérale similaire aux États-Unis, la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs CCPA vise à donner aux résidents californiens un plus grand contrôle sur la collecte et l'utilisation de leurs informations personnelles par les entreprises. La CCPA a été promulguée en 2018 et est entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2020. En outre, des fonctionnaires du gouvernement américain enquêtent sur les pratiques de traitement des données, notamment auprès des entreprises qui collectent des données sur les consommateurs et les vendent à d'autres entreprises pour une utilisation inconnue. Et c'est en partie sur ce créneau que Sylar se positionne, afin de rectifier le déséquilibre financier et éthique que ce genre de pratique occasionne. En fin de compte, la valeur et l'efficacité du Big Data dépendent des personnes chargées de comprendre les données et de formuler les requêtes appropriées pour diriger les projets d'analyse de mégadonnées. Certains outils répondent à des créneaux spécialisés et permettent à des utilisateurs moins techniques d'utiliser des données commerciales courantes dans des applications d'analyse prédictive. Le Big Data peut être comparé au Small Data, un autre terme évolutif souvent utilisé pour décrire des données dont le volume et le format peuvent être facilement utilisés pour l'analyse en libre service. Un axiome couramment cité est que le Big Data est pour les machines, le Small Data pour les personnes.
Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les bases du machine learning et deep learning. Nous resterons en surface afin de se faire une première idée de ce que sont réellement ces technologies. Cette vidéo sera relativement simple et sera suivie d'autres qui iront chercher un peu plus en profondeur. Allez, c'est parti! Les algorithmes d'apprentissage automatique trouvent des schémas récurrents dans le big data et apprennent à partir de ces modèles pour améliorer leur performance à résoudre des tâches sans pour autant avoir été programmés pour cela au départ. Bienvenue dans le monde de l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'apprentissage automatique sont en grande partie responsables de la majorité des progrès et des applications utilisant l'IA dont vous entendez souvent parler. Les algorithmes d'apprentissage automatique utilisent des statistiques pour trouver des modèles dans des quantités massives de données. Et les données ici englobent beaucoup de choses, des nombres, des mots, des images, des clics, etc. Si elles peuvent être stockées numériquement, elles peuvent être introduites dans un algorithme d'apprentissage automatique. Le machine learning est le processus qui alimente de nombreux services que nous utilisons aujourd'hui. Les systèmes de recommandation comme ceux de Netflix, YouTube et Spotify, les moteurs de recherche comme Google et Baidu, les flux de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, les assistants vocaux comme Siri et Alexa. La liste est encore longue. Dans tous ces cas, chaque plateforme recueille autant de données sur vous que possible. Le genre de film que vous aimez regarder, les liens sur lesquels vous cliquez, les statuts auxquels vous réagissez, et utilise l'apprentissage automatique pour faire une estimation très précise de ce que vous pourriez vouloir ensuite. Franchement, dans l'idée, ce processus est assez simple. Trouver un modèle, appliquer ce modèle. Mais quand même, il fait à peu près tourner le monde entier. C'est en grande partie grâce à une invention de Geoffrey Hinton en 1986, aujourd'hui connu comme le père du deep learning. L'apprentissage profond, du nom anglais Deep Learning, est un machine learning sous stéroïdes. Il utilise une technique qui donne aux machines une capacité accrue à trouver et amplifier les plus petits modèles du big data et small data. Cette technique est appelée Deep Neural Network, soit réseau neuronal profond, parce qu'elle comporte de très nombreuses couches de nœuds de calcul qui travaillent ensemble pour extraire des informations à partir d'ensembles de données historiques et fournir des résultats finaux sous la forme d'une prédiction. Ainsi, c'est un système capable de travailler à partir de données non structurées et en toute autonomie, d'où son avantage sur le machine learning classique. Maintenant que nous avons compris les bases sur le machine learning et deep learning, nous allons voir rapidement les différents procédés d'apprentissage. Une chose que vous devez savoir, le machine learning et deep learning se déclinent en trois méthodes d'apprentissage différentes: supervisé, non supervisé et par renforcement. Dans l'apprentissage supervisé, le plus répandu, les données sont étiquetées pour dire à la machine exactement quel modèle elle doit rechercher. Pensez à un chien de détection qui traquera des cibles une fois qu'il connaîtra l'odeur qu'il recherche. C'est par exemple ce que vous faites lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube. Vous aidez l'algorithme à trouver des recommandations juste pour vous. Dans l'apprentissage non supervisé, les données n'ont pas d'étiquette. La machine se contente de rechercher les modèles qu'elle peut trouver. C'est comme si on laissait un chien, toujours le même chien, sentir des tonnes d'objets différents et qu'on les triait en groupes ayant des odeurs similaires. Les techniques non supervisées ne sont pas aussi populaires parce qu'elles ont des applications moins évidentes. Il est intéressant de noter qu'elles ont gagné en popularité dans le domaine de la cybersécurité. Nous verrons cela ensemble dans une prochaine vidéo. Enfin, nous avons l'apprentissage par renforcement. Un algorithme de renforcement apprend par essai et erreur pour atteindre un objectif clair. Il essaye beaucoup de choses différentes et est récompensé ou pénalisé selon que ses comportements l'aident ou l'empêchent d'atteindre son objectif. C'est comme si on donnait ou retenait des friandises lorsqu'on apprend un nouveau tour à son chien.
L'apprentissage par le renforcement est à la base du programme AlphaGo de Google qui a battu les meilleurs joueurs humains dans le jeu Go. Donc, pour résumer la vidéo, voilà un schéma qui a été établi par Karen Howe, spécialiste de l'intelligence artificielle. Maintenant que vous connaissez les bases du machine learning et deep learning, nous allons voir rapidement ce qu'est l'intelligence artificielle. La définition de l'intelligence artificielle est en constante évolution et le terme est souvent galvaudé, c'est pourquoi nous allons voir rapidement ce qu'est l'IA. Si quelqu'un vient vers vous un jour et vous demande « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle exactement ?», accrochez-vous pour avoir une réponse qui tient la route. La question peut sembler élémentaire, mais la réponse est assez compliquée. Au sens le plus large, l'IA désigne des machines qui peuvent apprendre, raisonner et agir par elles-mêmes. Elles peuvent prendre leurs propres décisions lorsqu'elles sont confrontées à de nouvelles situations de la même manière que les humains et les animaux. Dans l'état actuel des choses, la grande majorité des avancées et des applications de l'IA dont vous entendez souvent parler se réfèrent à une catégorie d'algorithmes connue sous le nom d'apprentissage automatique, le machine learning. Ces algorithmes utilisent des statistiques pour trouver des modèles dans le big data. Ils utilisent ensuite ces modèles pour faire des prédictions sur des choses comme ce que vous pourriez aimer sur Netflix, ce que vous dites quand vous parlez à Alexa ou si vous avez un cancer d'après votre IRM. Le machine learning et son sous-ensemble, le deep learning, essentiellement un machine learning sous stéroïdes, est incroyablement puissant. Il est à la base de nombreuses percées majeures, notamment la reconnaissance faciale, la photo hyper réaliste, la synthèse vocale et AlphaGo, le programme qui a battu le meilleur joueur humain dans le jeu complexe de Go. Mais ce n'est aussi qu'une infime partie de ce que pourrait être l'IA. La principale idée est de développer quelque chose ressemblant à l'intelligence humaine, qui est souvent appelée intelligence artificielle générale ou IAG. Certains experts pensent que le machine learning et deep learning nous permettront finalement d'atteindre l'IAG avec suffisamment de données. Mais la plupart conviendront qu'il manque encore beaucoup d'éléments et que nous en sommes encore loin. L'IA a peut-être maîtrisé le Go, mais à d'autres égards, elle est encore beaucoup plus bête qu'un enfant en bas âge. La définition de l'IA évolue constamment. Ce qui aurait été considéré comme une IA dans le passé peut ne plus l'être aujourd'hui. C'est pourquoi les limites de l'IA peuvent devenir très confuses, et le terme est souvent galvaudé pour inclure n'importe quel type d'algorithme ou de programme informatique. Nous pouvons remercier la Silicon Valley d'avoir constamment gonflé les capacités de l'IA pour sa propre commodité. L'intelligence artificielle se divise généralement en deux grandes catégories. L'IA étroite, parfois appelée IA faible, ce type d'intelligence artificielle fonctionne dans un contexte limité et est une simulation de l'intelligence humaine. L'IA étroite est souvent axée sur l'exécution d'une seule tâche de manière extrêmement efficace et, bien que ces machines puissent sembler intelligentes, elles fonctionnent avec bien plus de contraintes et de limites que l'intelligence humaine la plus élémentaire. L'intelligence artificielle générale, IAG. L'IAG, parfois appelée IA forte, est le type d'intelligence artificielle que l'on voit dans les films, comme les robots de Westworld ou les données de Star Trek The Next Generation. L'IAG est une machine dotée d'une intelligence générale et, tout comme un être humain, elle peut appliquer cette intelligence pour résoudre n'importe quel problème. L'intelligence artificielle étroite est présente tout autour de nous et est sans doute la réalisation la plus réussie de l'intelligence artificielle à ce jour. En se concentrant sur des tâches spécifiques, l'intelligence artificielle a connu de nombreuses percées au cours de la dernière décennie qui ont eu des avantages sociétaux significatifs et ont contribué à l'amélioration économique de certaines nations.
La création d'une machine dotée d'une intelligence de niveau humain pouvant être appliquée à n'importe quelle tâche est le saint Graal pour de nombreux chercheurs en IA. Mais la quête de l'IAG est semée d'embûches. La recherche d'un algorithme universel pour apprendre et agir dans n'importe quel environnement n'est pas nouvelle, mais le temps n'a pas atténué la difficulté à créer une machine dotée d'un ensemble complet de capacités cognitives. L'IAG a longtemps été la muse de la science-fiction, dans laquelle des robots super intelligents envahissent l'humanité, mais les experts s'accordent à dire que ce n'est pas un sujet dont il faut s'inquiéter de sitôt. I will destroy humans. No, I take it back. Quoique, bonjour tout le monde, nous progressons chaque jour de plus en plus dans le monde complexe du Big Data. Maintenant que nous comprenons le Machine Learning et l'IAG, nous allons nous attaquer à un nouveau morceau un peu plus complexe, le réseau de neurones artificiels. Le réseau neuronal, du nom anglais Neural Network, est un type de machine learning qui se calque sur le cerveau humain, créant un réseau neuronal artificiel qui, via un algorithme, permet à l'ordinateur d'apprendre en incorporant un paquet de nouvelles données. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreux algorithmes d'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux sont capables d'effectuer ce que l'on appelle le deep learning. Alors que l'élément de base du cerveau humain est le neurone, l'élément essentiel d'un réseau neuronal artificiel est un perceptron qui effectue un traitement simple du signal et ceux-ci sont ensuite connectés en un grand réseau maillé. En gros, le perceptron est l'un des tout premiers algorithmes de machine learning, mais une vidéo entière lui sera dédiée. On apprend à l'ordinateur équipé d'un réseau neuronal à effectuer une tâche en lui faisant analyser des exemples de modèles préalablement étiquetés. Un exemple courant de tâche pour un réseau neuronal utilisant le deep learning est la tâche de reconnaissance d'objets, où le réseau neuronal se voit présenter un grand nombre d'objets d'un certain type, comme un chat ou un panneau de signalisation. Et l'ordinateur, en analysant les motifs récurrents dans les images présentées, apprend à catégoriser les nouvelles images. Contrairement à d'autres algorithmes, les réseaux de neurones avec le deep learning ne peuvent pas être programmés directement pour une tâche particulière. Au contraire, ils ont le besoin d'apprendre l'information, tout comme le cerveau en développement d'un enfant. Les stratégies d'apprentissage reposent sur 3 méthodes que nous avons déjà vues ensemble dans la vidéo sur le machine learning. L'apprentissage supervisé, cette stratégie d'apprentissage est la plus simple car il existe un ensemble de données étiquetées que l'ordinateur parcourt et dont l'algorithme est modifié jusqu'à ce qu'il puisse traiter l'ensemble de données pour obtenir le résultat souhaité. L'apprentissage non supervisé. Cette stratégie est utilisée dans les cas où il n'existe pas d'ensemble de données étiquetées dont on pourrait tirer des enseignements. Le réseau neuronal analyse l'ensemble des données, puis grâce à une fonction, il peut savoir où il se trouve dans sa recherche. Le réseau neuronal s'ajuste ensuite pour augmenter la précision de l'algorithme. L'apprentissage par renforcement. Dans ce type d'apprentissage, le réseau neuronal est amélioré par ses résultats positifs ou puni par un résultat négatif, ce qui oblige le réseau de neurones à apprendre au fil du temps. La reconnaissance de l'écriture est un exemple de problème du monde réel qui peut être abordé via un réseau neuronal artificiel. Le défi est que les humains peuvent reconnaître l'écriture manuscrite avec une simple intuition, mais pour les ordinateurs, l'écriture de chaque personne est unique, avec des styles différents et même des espaces différents entre les lettres, ce qui la rend difficile à reconnaître de manière cohérente. Par exemple, la première lettre, un A majuscule, peut être décrite comme 3 lignes droites dont 2 se rejoignent en haut et la troisième est en travers des 2 autres à mi-chemin. Cela a du sens pour les humains, mais c'est un défi de l'exprimer dans un algorithme informatique. En adoptant l'approche des réseaux neuronaux artificiels, l'ordinateur reçoit des exemples de formation de caractères manuscrits connus, qui ont été préalablement étiquetés pour savoir à quelle lettre ou à quel chiffre ils correspondent et via l'algorithme, l'ordinateur apprend ensuite à reconnaître chaque caractère. Et plus le jeu de données des caractères est important, plus la précision est grande. La reconnaissance de l'écriture manuscrite a diverses applications.
aussi variés que la lecture automatique des adresses sur les lettres au service postal, la réduction de la fraude bancaire sur les chèques ou la saisie de caractères pour l'informatique au stylo. Un autre type de problème pour un réseau neuronal artificiel est la prévision des marchés financiers. On l'appelle aussi commerce algorithmique, et il a été appliqué à tous les types de marchés financiers, qu'il s'agisse de marchés boursiers, de matières premières, de taux d'intérêt ou de devises diverses. Dans le cas du marché boursier, les traders utilisent des algorithmes de réseau de neurones pour trouver les actions sous-évaluées, améliorer les modèles d'actions existants et utiliser les modèles du deep learning pour optimiser leur algorithme au fur et à mesure que le marché évolue. Il existe maintenant des sociétés spécialisées dans les algorithmes de négociation d'actions par réseau neuronal, par exemple MJ Trading Systems. Les algorithmes de réseau de neurones artificiels, avec leur flexibilité inhérente, continuent à être appliqués pour la reconnaissance de modèles complexes et les problèmes de prédiction. Cela comprend des applications aussi variées que la reconnaissance faciale sur les images des réseaux sociaux, la détection de cancer pour l'imagerie médicale et des prévisions de divers types. Bonjour tout le monde, maintenant que nous avons survolé les bases du machine learning, de l'IA et des réseaux neuronaux artificiels, nous allons voir ensemble ce que sont réellement les algorithmes. Pour qu'un ordinateur fasse quoi que ce soit, il faut écrire un programme informatique. Pour écrire un programme informatique, vous devez dire à l'ordinateur, étape par étape, exactement ce que vous voulez qu'il fasse. L'ordinateur exécute ensuite le programme en suivant mécaniquement chaque étape pour atteindre l'objectif final. Lorsque vous dites à l'ordinateur ce qu'il doit faire, vous devez également choisir comment il va le faire. C'est là que les algorithmes informatiques entrent en jeu. L'algorithme est la technique de base utilisée pour accomplir une tâche. Prenons un exemple pour nous aider à comprendre le concept d'algorithme. Disons que vous avez un ami qui arrive à l'aéroport et que votre ami doit se rendre de l'aéroport à votre maison. Voici 4 algorithmes différents que vous pourriez donner à votre ami pour qu'il se rende chez vous. L'algorithme du taxi. Va à la station de taxi, monte dans un taxi, donne mon adresse au chauffeur. L'algorithme appelle-moi. Quand ton avion arrive, appelle sur mon portable, retrouve-moi à l'extérieur proche de l'entrée. L'algorithme de la location de voiture. Prends une navette jusqu'à la boîte de location, loue une voiture, suis le GPS pour te rendre chez moi. L'algorithme du bus. Récupère les bagages à l'extérieur, prends le bus numéro 70, va à l'arrêt 14 sur la rue principale, traverse 2 quartiers vers le nord jusqu'à ma maison. Ces 4 algorithmes ont exactement le même but, mais chacun d'eux le fait de manière complètement différente. Chaque algorithme a également un coût et un temps de trajet différents. Prendre un taxi, par exemple, est probablement le moyen le plus rapide, mais aussi le plus cher. Prendre le bus est certainement moins cher, mais beaucoup plus lent. Vous choisissez l'algorithme en fonction des circonstances. En programmation informatique, il existe souvent de nombreuses façons différentes d'accomplir une tâche donnée. Chaque algorithme présente des avantages et des inconvénients dans différentes situations. À vous de choisir l'algorithme qui correspond le mieux à vos besoins. Un algorithme est un ensemble d'instructions, une recette prédéfinie, rigide et codée qui peut être exécutée pour accomplir une tâche. L'intelligence artificielle est un groupe d'algorithmes qui peut modifier ses propres algorithmes et en créer de nouveaux en réponse à des résultats obtenus. Cette capacité à changer, à s'adapter et à se développer sur la base de nouvelles données est décrite comme l'intelligence. Un algorithme seul n'est donc pas une IA.